Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Without music, life would be a mistake. Sans musique, la vie serait une erreur. Friedrich Nietzsche. Cette recherche, qui fait suite à ma thèse soutenue en 2002 à Paris-Sorbonne Nouvelle sur les musiciens juifs en Iran au XIXe et XXe siècle et leur contribution à la sauvegarde du patrimoine musical iranien, porte sur l'étude des musiciens juifs au sein du monde berbéro-arabo-musulman, c'est-à-dire sur l'ère culturelle souvent dénommée l'Occident musulman. L'islamisation et l'arabisation du Maghreb notamment ont donné naissance à une culture dominante en cet espace géographique, que l'on peut qualifier arabo-berbéro-musulmane. Mais mon choix s'est limité aux trois principaux pays: le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. À l'instar de tous les peuples, les Juifs ont pratiqué le chant et la musique depuis des temps immémoriaux. Cette trace apparaît d'une manière évidente au Proche-Orient et au Moyen-Orient, en passant par l'Afrique du Nord, l'Europe et jusqu'en Amérique, les klezmers d'Europe centrale qui émigreront aux États-Unis et contribueront à la richesse du jazz américain. Pour ne citer qu'un autre exemple bien documenté, sous le règne du roi David, les Juifs utilisaient des instruments de musique qui accompagnaient leurs prières et leurs chants rituels. Une partie importante de l'histoire des musiciens juifs, en Occident musulman, est liée à la tradition musicale maghrébo-andalouse dont les racines se repèrent dans l'Espagne multiculturelle sous domination musulmane. Le rôle et la visibilité de ces Juifs, après leur expulsion de la péninsule ibérique conjointement à l'expulsion des Arabo-berbères, connaîtront une plus ample densification. L'Afrique du Nord devient alors une région privilégiée de leur exil. C'est surtout au Maroc puis en Algérie et en Tunisie que leur histoire se poursuivra. D'où le choix de ces pays dans cette étude. La contribution des musiciens juifs a donc été importante dans le chant traditionnel arabo-andalou, ou plus justement nommé maghrébo-andalou. Si l'on y ajoute les compositeurs et les poètes issus de cette communauté, on peut mieux en mesurer son apport à l'enrichissement de ce patrimoine poético-musical spécifique du Maghreb. Tous ont apporté du plaisir et de la joie dans la société maghrébine. Ils ont magnifié par leur talent, à la fois ce patrimoine musical et ses dérivés, Aouzi, Aroubi notamment. De même ils enrichirent également la chanson populaire dite Shahabi. Illustrons ce propos par quelques noms emblématiques dont l'empreinte demeure indélébile à ce jour. Edmond Nathan Yafil, Raymond Léris, Mouzino, Zora El Fassia, Sami El Maghribi, El Kalawi Tounsi, Maurice El Mediouni, Lili Al Abbassi, Renette Loranez, Habiba Messika, Cheikh El Afrit, Salim Alali, Lili Boniche, Blon, René Pérez. Sans prétention à l'exhaustivité, chaque artiste juif est fait l'objet d'une notice biographique dans laquelle son parcours professionnel est mis en lumière, parfois brièvement quand l'information fiable manque, mais le plus souvent avec un résumé détaillé. En cet ouvrage, les Juifs d'Afrique du Nord à travers leurs chanteurs et musiciens au XIXe et XXe siècle, une place particulière a été réservée à Simon Elbaz, car il représente aujourd'hui encore une des expressions artistiques, la plus authentique, de tradition littéraire et musicale judéo-arabe en général et judéo-maghrébine en particulier. Grâce à sa création artistique et musicale matrou, Simon Elbaz s'y appuya pour en faire un outil d'éducation civique à la citoyenneté républicaine mais aussi comme vecteur de partage d'un humanisme universel et du respect de la culture et de la croyance de l'autre. Il a toujours rappelé que ces valeurs existent en chaque tradition culturelle et civilisation du passé et du présent. En effet, depuis 2005, en collaboration avec son ami Rachid Aous, ils firent connaître à plus de 5000 élèves de collèges et lycées de Paris-Île-de-France et en plusieurs autres grandes villes de l'Hexagone, la création artistique matrou pour valider, de façon novatrice, les principes de la laïcité française comme une des plus belles conquêtes humanistes contemporaines. Pour cette dernière raison aussi, j'ai été ravi qu'il ait accepté de préfacer cet ouvrage. Que Simon Elbaz en soit vivement remercié. Reste que la tradition cultuelle et culturelle judéo-arabe est sans doute le symbole le plus significatif ayant contribué à cimenter des rapports sociétaux féconds entre les communautés juives et les communautés berbéro-arabes de confession musulmane, sachant que nous nous cantonnons ici uniquement à la sphère géographique du Maghreb-Andalousie. Par exemple, l'intense production intellectuelle juive médiévale, aussi bien en arabe qu'en hébreu, a vu naître des poètes et des penseurs juifs, remarquables à plus d'un titre.
En se limitant au seul espace d'Occident musulman pluriculturel sous domination musulmane, citons quelques noms illustres dont les œuvres pérennes, durant les XIe-XIIIe siècles, demeurent encore aujourd'hui des références pour tant d'esprits curieux. Samuel Anagid ibn Agrela, Salomon ibn Gabirol, Moïse ibn Ezra, Judas Alevi, Abraham ibn Ezra, Sadia Gaon, né en Égypte, rabbin babylonien, le premier à avoir traduit la Bible en arabe au Xe siècle. Complétons cette brève liste du nom de Moïse Maïmonide qui a considérablement enrichi le corpus littéraire de catégories judéo-arabes. Et qu'en est-il de la musique dite soit judéo-arabe, soit arabo-andalouse ou maghrébo-andalouse, ou arabo-berbéro-andalouse ou shahabi? D'abord, il s'agit de terminologies qui, sur le plan strictement musicologique, n'ont aucune portée précise ni un contenu de sens immédiatement évident. Or nous savons d'une part que les théories musicales premières émergent au IVe siècle avant Jésus-Christ au sein de l'école pythagoricienne, et d'autre part nous savons surtout que des millénaires avant cette date, le chant et la musique étaient une pratique courante dans toutes les sociétés. Donc si nous ne retenons pour la circonstance que l'expression concept, judéo-arabe, il faut en priorité expliciter ce qui musicalement la distingue d'autres musiques que l'on nomme arabo-andalouse ou maghrébo-andalouse ou shahabi. Dans une introduction, il est impossible d'exposer de façon approfondie des techniques musicales ni a fortiori de livrer des analyses musicologiques. Néanmoins, s'agissant de l'expression judéo-arabe, notons que ce qui la distingue, musicalement parlant, des autres expressions mentionnées ci-dessus en guise de simple exemple comparatiste, c'est à la fois l'existence d'une forme langagière propre à la communauté juive ainsi une couleur mélodique caractéristique de chants rituels synagogaux et bien plus fortement, ce sera la visibilité du contenu artistique mis en scène exprimant une identité cultuelle et culturelle judaïque, de tradition littéraire judaïque. Ces trois aspects ont été amplement étudiés, d'une part par Haïm Zafrani puis entre autres chercheurs par Rachid Aous. Ajoutons que c'est cette visibilité qui parcourt de bout en bout toute la création Matrou de Simon Elbaz, et qui en fait son intérêt d'éducation, au point d'avoir reçu une labellisation pour la réalisation d'un manuel pédagogique dans le cadre de l'Année européenne du dialogue interculturel 2008. Cette labellisation reconnaît l'utilité publique de la méthode de sensibilisation pédagogique fondée sur le particulier culturel judéo-arabe, pour mieux valider les principes de la laïcité. Comme le disait Nietzsche, sans musique, la vie serait une erreur. Une devise que nous adoptons bien volontiers pour glorifier la mémoire des Juifs et Juifs d'Afrique du Nord et plus largement, de celles et ceux ayant vécu en Andalousie musulmane. Poètes, interprètes, chanteuses, musiciens, artistes, rabbins, théologiens et philosophes qui ont nourri, notamment ces deux espaces territoriaux, de leur lumière, même si l'essentiel de cet ouvrage, ainsi que le dit son titre, est surtout un hommage spécifique aux les Juifs des Afrique du Nord à travers leurs chanteurs et musiciens au XIXe et XXe siècle. Alain Chaouli. La musique maghrébine. L'interminable conflit judéo-arabe ne doit pas faire oublier les liens culturels étroits tissés au fil des siècles entre ces deux peuples. La musique en témoigne. Régine Docquois-Cohen. Les musiques du Maghreb passées en revue dans cet ouvrage sont d'une part, celles pratiquées uniquement au Maroc, en Algérie et en Tunisie, et d'autre part celles limitées à la tradition musicale dite maghrébo-andalouse ou arabo-andalouse et ses dérivés. Cette tradition se distingue à travers les formes dénommées Alala, Garnati, Malouf, Sanaa, Aroubi, Aouzi, Meloun et Shahabi. L'école d'Alger ou Sanaa. Quelles sont, plus précisément, les différentes dénominations canoniques de la musique dite savante maghrébo-andalouse? Le mot nouba ou naba est la colonne vertébrale de cette tradition musicale. Ce mot exprime à la fois une forme musicale et poétique. Pour ne citer qu'un exemple, il est constitutif des trois écoles principales d'Algérie, Tlemcen, Alger, Constantine. Une terminologie traditionnelle définit chacune de ces écoles. Sanaa pour Alger, Sanaa et ou Garnati pour Tlemcen, Malouf pour Constantine. Pour la Sanaa d'Alger, j'emprunte à Rachid Gerbas, musicologue, musicien et expert en cette tradition musicale, la description qu'il en donne et qui correspond à celle de la Sanaa d'Alger et de Tlemcen. La Sanaa de l'école d'Alger et de Tlemcen désigne le répertoire des nubas qui constitue la forme architecturale de la musique savante maghrébo-andalouse.
Ces nubas se caractérisent par une série de poèmes chantés du type muwashsha ou zajal, interprétés sur un rythme qui se développe crescendo, du mouvement le plus lent au plus dansant. En Algérie, la nuba ou naba débute par une pièce instrumentale non mesurée appelée mchalia, véritable invitation à pénétrer dans l'univers magique du tab choisi, mode musical, moment durant lequel les instruments mélodistes mettent en relief les notes importantes du tab. Cette pièce est suivie de la teshiya, une pièce instrumentale mesurée, les percussions rejoignant les autres instruments. Il s'agit d'une ouverture à programme dans laquelle les thèmes à développer sont exposés. La mchalia et la teshiya permettent au chant d'être accueillis majestueusement sur la base d'un rythme à 16 temps appelé msadar. De l'arabe sadr égale poitrine pour signifier l'importance que revêt cette pièce vocale dans la naba. La seconde pièce chantée, appelée bthi, en est l'équivalent à 8 temps avec cependant une consistance mélodique plus aérienne, indépendamment de la différence de tempo d'avec le msadar. Le darj, troisième mouvement chanté, repose sur une cellule rythmique à 6 temps ou à 4 temps. Après ces 3 mouvements chantés n'excluant point la démultiplication du nombre de pièces vocales à insérer dans le programme, et afin de permettre aux voix un répit bienfaiteur, s'impose une pièce instrumentale appelée teshiya al-insirafat dont le rythme charmeur est insaisissable, par son asymétrie pour toute oreille non avertie. Véritable entr'acte, la teshiya al-insirafat introduit allègrement et sans surprise le 4e mouvement chanté, al-insiraf. Contrairement aux autres mouvements chantés accueillis par des pièces instrumentales appelées coursis qui sont des assises mélodico-rythmiques, al-insiraf s'enchaîne directement aux classes. Comme son sens littéral l'indique, il s'agit du final vocal de la nawa dont l'invite porte à la danse et qui n'est pas sans rappeler la gigue baroque. Une dernière pièce instrumentale, teshiya al-kamal, kamal égale perfection, vient parfaire en le clôturant ce fabuleux édifice musical architectural. En dehors de ces 9 phases constitutives de la nawa, on peut intercaler, entre les 2 mouvements chantés bthi et darj, un istikbar ou semi-improvisation non mesurée exécutée par des solistes instrumentistes répondant aux chanteurs solistes. La nawa est donc une succession de pièces instrumentales et vocales selon un ordonnancement précis qui concourt au développement d'un équilibre savamment mené, où chaque phase remplit une fonction bien déterminée. Mais fréquemment des interprètes introduisent dans la nawa ou nuba de courtes pièces vocales très prisées du public, glida, quadrilla et récemment, des inchilab en guise d'ouverture. Le malouf constantinois. Le patrimoine musical constantinois repose sur 2 répertoires principaux, l'un classique et l'autre populaire. Le premier est désigné par le vocable malouf. L'origine du mot malouf est sujette à controverse. Pour certains, sa racine viendrait de al-talif, la composition. Pour d'autres, ce mot procéderait de l'expression maulifa samaou qui se traduit par ce que l'on s'est habitué à écouter. Pour autant, ces 2 explications ne sont pas antinomiques d'une part, et un consensus existe pour considérer le malouf comme désignant la musique élaborée pratiquée dans le Constantinois, en Tunisie et en Libye d'autre part. Le malouf de Constantine présente cependant des particularités qui en font une tradition à part entière. Le concept malouf constantinois recouvre toutes les formes du chant traditionnel savant, c'est-à-dire ce qui a trait au nuba, auquel il convient de rattacher les inchilab ou naklab et les majmua ou sila, suite de poèmes chantés. Quant au genre populaire, il compte les formes suivantes, le madjou constantinois par excellence, le haouzi, le haroubi et la quadrilla principalement. Le nombre de poèmes composant les mouvements de la nuba à Constantine est marqué en particulier par le fait qu'il existe davantage de nuba incomplètes dans ce répertoire, comparativement aux écoles d'Alger et de Tlemcen. Ces poèmes sont interprétés dans un ordre connu de tous et déterminé par la tradition. Il n'est cependant pas improbable que leur nombre et leur ordre aient évolué au cours de l'histoire. Voici le déroulement traditionnel des mouvements de la nuba constantinoise. Le msadar, après l'ouverture instrumentale, est le premier mouvement à la fois vocal et instrumental qui se déroule sur un tempo lent et solennel. Le rythme qui régit ce premier mouvement est nommé temraba, ou qccdi accent circonflexe d, 16/8. Le msadar est parfois précédé d'un coursi, courte introduction instrumentale. Ce mouvement est la partie vocale la plus importante de la nuba dans lequel le chanteur montre à la fois sa virtuosité
et la maîtrise de l'art qu'il pratique. Le darji, deuxième mouvement chanté de la nouba constantinoise, de rythme 5/8, peut être précédé d'une introduction instrumentale ou coursie. Seuls disposent d'un darji les noubas, Zidane, Ramel Almea, Mea et Dail. Le BTAI, troisième mouvement chanté de la nouba, de rythme 6/8, a une allure légèrement moins lente et moins majestueuse que le Mesadar. L'insiraf de rythme 6/8, prononcé à Constantine en sraef. Ce mouvement peut être précédé d'une introduction instrumentale, coursie. Son allure est plus vive que celle du BTAI. Le classe, cinquième et dernier mouvement des pièces vocales et instrumentales clôt la nouba par un rythme ternaire 6/8. Il n'existe pas de coursie pour ce mouvement, qui a un caractère vif et dansant. Les pièces annexes de la nouba. La nouba constantinoise inclut aussi des morceaux que l'on rajoute à titre d'embellissement, le barwal, le buri, le zedjal MSH à accent circonflexe GH à accent circonflexe L, les nawir. Ces rajouts se font au gré du chef de l'orchestre mais aussi pour plaire à l'auditoire. Le barwal est un mouvement de la nuba tunisienne dont la définition est commune aux écoles de Constantine et de Tunis. C'est un morceau de chant construit sur un rythme à mesure binaire, 2/4, portant lui aussi le nom de barwal et qu'on exécute avec brio dans un mouvement assez rapide, un andante ou un adagio, baron d'Erlanger. Le buri est la deuxième partie de la forme zedjoul. Comme pour les zedjoul, dans le buri, en plus des instruments de l'orchestre, le rythme est accentué par la frappe des mains dans un rythme connu sous le nom de KFLF, léger, de la forme zedjoul 8/8. Les zedjoul MSH à accent circonflexe GHLI accent circonflexe N font aussi partie du genre zedjoul, dont quelques poèmes chantés de la forme zadjal entrent dans la composition des noubas. Le mot MSH à accent circonflexe GH à accent circonflexe L désigne également un rythme de même nom. Le zedjal MSH à accent circonflexe GH à accent circonflexe L, de rythme 6/8, est introduit avant le classe de la nouba. Les nouawir ou nouawar est le pluriel de nouara qui signifie fleur, en arabe dialectal. Il s'agit de petites pièces classiques dont les textes sont constitués de poèmes courts qui ne font pas partie des noubas. Selon Darsouni, un des meilleurs connaisseurs du patrimoine musical constantinois, il existe près de 100 pièces de cette catégorie que l'on ne classe ni dans les noubas ni dans les silsilas et qui sont interprétées entre deux mouvements d'une nouba. Ces pièces peuvent être assemblées lorsque l'orchestre désire interpréter une œuvre proche de la tradition savante, sans se lancer dans l'exécution plus complexe d'une nouba. L'ensemble de la description du malouf constantinois, présenté ici, doit beaucoup à l'ouvrage de référence de Maya Sedani. À Roster, le malouf demande une écoute attentive pour apprécier les modulations de la voix ou la subtilité du jeu de la richa, plume-doigt qui sert de plectre, sur les cordes du oud. Raoul Journeau se distinguait à la synagogue par ses interprétations de chants sacrés, les piotim qu'il chantait a cappella dans l'esthétique mélodique du malouf constantinois. S'agissant du genre garnati ou aouzi, celui-ci est pratiqué à la fois en Algérie et au Maroc et dans ce dernier pays, principalement dans les écoles d'Al-Ala de Rabat, Salé, Oujda, Tétouan, Meknes et Fès. Le garnati est généralement exécuté en petite formation, composé de musiciens à la fois instrumentistes et chanteurs, valorisant le chant en solo. Ce genre a été emprunté à la tradition algérienne de Tlemcen. Il est encore pratiqué dans la tradition juive hazanoute algérienne et marocaine. Différence entre aouzi et zaroubi. Le aouzi est un genre musical largement adopté par l'école d'Alger. Aouzi vient de Aouz, qui désigne sur le plan géographique la banlieue d'une ville, la périphérie d'un village ou l'arrière-pays agricole. Quant aux zaroubi de Araba, campagnard, il vient des alentours de la Mitidja, région algéroise. Il est ici défini selon les canons de l'école d'Alger. Cependant d'autres explications de ce terme existent, de même que son champ d'application sur les plans musical et poétique. Ces deux genres peuvent être rattachés à la période moderne, 19e et 20e siècle. La poésie du aouzi se démarque du corpus arabo-andalou, Sanaa, d'une part, et des Sha'abi et Saroubi de l'autre. La Sanaa puise ses textes dans le répertoire des Mouwashaat et du Zadjal, forme poétique arabe post-classique selon les catégorisations universitaires contemporaines. Le Sha'abi, historiquement, puise dans le Meloun,
le Zaroubi chante notamment des poèmes du genre Zadjal alors que les poètes du Haouzi sont pour la plupart issus de Tlemcen et dont les plus emblématiques ont pour nom Ben Sabla, Ben Msaïb et Ben Triki. Du point de vue musical, le Haouzi comme le Haroubi dérive directement de la Sanaa. À noter que les rythmes mawazines, du Haouzi et du Shahabi sont identiques, à l'exception d'un Berouali dénommé Mizan Msami, rythme très lent caractéristique du Haouzi. Concernant les rythmes présents dans le genre Haroubi, leur parenté avec ceux de la Sanaa est encore plus évidente. Le tableau ci-dessous illustre les liens et les spécificités de ces formes musicales. Ce tableau est emprunté au musicien musicologue Rachid Brahim Djeloul, co-auteur de l'œuvre collective Les grands maîtres algériens du Chabi et du Haouzi, de même que les développements dans cet alinéa et les deux suivants sont largement redevables à ses écrits. L'orchestre est formé d'un oud, luth, d'un rebab, rebec, d'un naï, flûte oblique, d'une sitar kanoun, d'un tar, disque à membrane pourvu de cymbalettes et d'une darbouka, tambour à membrane en forme de cruche. Raphaël Draille, professeur agrégé de sciences politiques à l'université d'Aix-en-Provence, définit ainsi le malouf. C'est une musique faite d'un ensemble de chants intemporels, parce qu'ils remontent à des origines qu'on ne saurait identifier et qui sont sans cesse repris par des générations de chanteurs qui leur redonnent chaque fois une vie nouvelle. Sur les origines de cette musique, nous en savons davantage depuis la publication en 2010 de l'incontournable ouvrage de Nicolas Michel. Les sources du Mouacha andalou et traité sur le Zadjal. Du chant mésopotamien antique au chant arabo-andalou. En effet, Rachid Haous souligne que le livre de Nicolas Michel est bâti en un puzzle didactique, dont la pièce centrale repose sur l'étymologie du terme mouacha. L'auteur opère une déconstruction féconde des explications antérieures élaborées sur une base sémantique erronée, c'est-à-dire sur une racine arabe de ce mot, dont l'origine syriaque a été méconnue. De cette confusion première nourrie par un réflexe d'ethnocentrisme culturel arabo-musulman, ou logocentrisme de la pensée islamique, a découlé l'échec de toutes les explications fournies, à la fois sur les origines et la signification de ce terme, sur son statut primitif, sur l'évolution de sa sémantique et partant sur la bonne compréhension de ses liens avec la tradition musicale savante maghrébo-andalouse. Nous disposons enfin d'une étude qui frappe d'obsolescence toutes les analyses produites, y compris les plus sérieuses, paradoxalement peu diffusées. Ainsi des premières observations pertinentes mais fragmentaires de Hamilton Attergib évoquant l'origine du mouacha, pour la rattacher au système de la Naba enseigné par Ziryab, cependant sans dire un mot sur la nature du chant véhiculé par ce terme ni sur la racine première de celui-ci. Désormais, les nouvelles découvertes de Nicolas Michel obligent, telle une petite révolution copernicienne, à réfuter les savoirs antécédents et impose également de regarder différemment les sources de cette tradition musicale et poétique comme les éléments constitutifs de l'architecture mélodique de celle-ci, depuis la Mésopotamie jusqu'au Maghreb d'aujourd'hui en passant par l'Andalousie musulmane. Quant au journaliste Jean-Luc Alouche, dans le livret du disque « Hommage à Cheikh Raymond » sous la plume d'Enrico Macias, écrit « Fermez les yeux, laissez votre cœur vibrer à chacune des mesures du luth et de la sitar, accorder son rythme au tambourin, s'élever sous l'archet de l'alto, tressaillir à l'appel de la flûte bédouine, si spécifique de Constantine. Bientôt vous connaîtrez ce que les Arabes nomment le tara, cette extase qui libère l'âme hors de la prison du corps. » Parmi les musiciens et chanteurs juifs emblématiques qui se sont distingués dans les Nouba et ses dérivés, citons pour l'Algérie, Cheikh Maître, Raymond Léris et pour le Maroc, Sami El Maghribi qui, dans le genre Garnati en particulier, a été l'un des plus grands interprètes jusqu'à en devenir une référence incontournable. Nommons Mouzino qui marqua notamment le mode signe de son style légendaire et Cheikh Zouzou, par son interprétation inégalée du lamento de Ben Soussan, de forme qassida ou long poème de catégorie chanson à texte de type méloun. Le genre shahabi. Le mot shahabi, qui signifie populaire, ne peut désigner qu'une multiplicité de genres musicaux. Parmi tous ces genres, il en est au moins deux que nous retiendrons ici. Le shahabi à texte algérois ou shahabi méloun et le shahabi moderne. Le shahabi algérois est caractérisé par une couleur musicale affirmée dès les années 1940. Son créateur est Hadj Mohamed El Sanka. Il l'a marqué d'une empreinte, sachant qu'il s'agit de poèmes chantés dont un grand nombre d'auteurs illustres sont marocains.
La combinaison de ces deux éléments constitutifs d'un nouveau style de chant justifie le concept de Sha'abi Melloun qui a été forgé en vue d'en souligner sa spécificité. Autrement dit, le Melloun est aux Marocains ce que le Sha'abi à textes algérois est aux Algériens. Les poèmes du Sha'abi Melloun comme El Meknessiya ou Matedum El Hikma sont interprétés dans leur langue de composition, arabe parlé, par des chanteurs marocains et algériens, de confession musulmane et juive exclusivement. Concernant le Sha'abi moderne, c'est un type de chanson né à la fin des années 1950. Il désigne des chansonnettes communément nommées chants assois, étymologiquement, contemporains, et dont la mélodie sort des canons musicaux qui caractérisent le Sha'abi Melloun pour se rapprocher d'une orchestration moderne. Le Sha'abi moderne témoigne de l'évolution de la société par le contenu de ses textes, et par son vocabulaire. Il illustre une époque dans un langage plus direct, moins complexe et plus accessible que celui pratiqué dans le Sha'abi Melloun. Le genre Melloun et le Sha'abi populaire. Si les poèmes du Sha'abi Melloun ont une très forte densité métaphorique et un vocabulaire raffiné, parfois précieux, leurs supports musicaux ne sont pas moins importants. La plus représentative de ces formes musicales, le Bait Wassiya, vers et refrain, est caractérisée par une richesse mélodique et rythmique qui illustre la plupart des qasaïds, signes, qassidas ou chansons à texte du Maghreb. La qassida, poème chanté particulièrement long, les 150 vers de El Meknessiya, demande à l'auditeur une grande capacité d'écoute ainsi qu'une formation quasi initiatique dans cette tradition. Pour rendre celle-ci plus facile et plus agréable à l'écoute, évitant ainsi le risque de lassitude et de monotonie, le compositeur utilise le procédé Bait Wassiya reposant sur le choix de plusieurs thèmes mélodiques et rythmiques qui viennent soutenir et accompagner le chant compté, dont la durée varie généralement entre 15 et 40 minutes. Le chanteur interprète alors le premier hémistiche du premier vers de X Istikbar, improvisation, auquel répond un deuxième instrument soliste. Puis il reprend le premier hémistiche suivi du deuxième et un troisième instrument lui répond. Cette structure de l'istikbar à l'échelle d'un vers, 2 hémistiches, se répétera autant de fois qu'il y a 2 vers. Par ailleurs, une disposition importante dont peut jouir le chanteur Sha'abi est la liberté dans l'interprétation d'une qassida, selon l'inspiration du moment et l'ambiance émanant de l'auditoire. Il peut déclamer un vers plutôt que le chanter, changer le mizan, rythme d'un bait, vers, ou ajouter un ou plusieurs klatch ou classes finales dansantes à la qassida. La musique sert le texte, et le texte à son tour peut varier pour faire vivre la musique. L'istikbar qui ouvre la qassida est un matériau privilégié du Sha'abi Melloun. Sa fonction principale est de préparer l'auditoire au thème général de la qassida chantée. Il peut être instrumental ou vocal, et son texte souvent extrait d'une autre qassida que celle qui est chantée. Son contenu doit être aussi en adéquation de sens avec celle-ci. Ainsi, il est de très mauvais goût d'introduire par exemple, un istikbar n'évoquant que la passion amoureuse profane dans une qassida aux thèmes moraux et religieux. La qassida dite seraba, lit, égrenée, quant à elle, caractérise en Algérie une structure d'écriture poétique commençant par un istikbar puis se déroulant à l'identique sans répéter de refrain. Elle est pourvue d'une rime mélodique et d'une métrique rigoureuse que souligne un tab, mode ou échelle musicale, unie. Parmi les chanteurs juifs qui ont excellé dans le genre Sha'abi Melloun comme dans le style Aouzi, citons quelques références emblématiques. Lili Abbassi, Mouzino, Sami El Maghribi, Renette Loranaise et Saoud Medioni. La musique dite arabo-andalouse. Dans son livre, La musique arabo-andalouse. L'empreinte du Maghreb, l'ethnomusicologue Mahmoud Guetta apporte les précisions suivantes. Le Maghreb joua un rôle capital dans l'élaboration, puis dans l'épanouissement de la culture arabo-andalouse. En effet, le Maghreb verra fleurir sur son propre sol plus d'une civilisation importante avant la domination turque, englobant tout son espace géographique d'aujourd'hui et de l'Andalousie musulmane, d'où la floraison de plusieurs centres culturels, Tripoli en Libye, Kairouan en Tunisie, Tlemcen en Algérie, Fès au Maroc, etc. Toutes ces villes maghrébines et bien d'autres connurent une activité poétique et musicale intense. Des styles de poésie et de musique ont donc émergé. Plus haut, nous avons donné une description significative de ces styles. En revenant au malouf, par exemple, celui-ci est répandu en Tunisie,
quand le Garnati est enraciné en Algérie et au Maroc, lequel s'inscrit désormais dans la tradition halala. Ce dernier pays, du fait de sa plus grande proximité avec l'Andalousie musulmane, a été gouverné durant 3 siècles environ par les dynasties berbères marocaines almoravides et almohades. Il était forcément dans une relation de symbiose artistique et musicale avec cette Andalousie. Des villes comme Tétouan, Fès, Rabat et Oujda ont naturellement baigné dans une telle symbiose. Il en a été de même pour des villes comme Tlemcen, Alger, Bougie et Constantine, Tunis, Kairouan, Tripoli. Autre forme musicale au Maghreb. Bref rappel historique. Avec la présence coloniale française, le Maghreb subit, du fait colonial, une 3e communauté de peuplement d'origine européenne et d'obédience culturelle chrétienne, en provenance de France principalement. Dès lors, la pratique républicaine française, souvent peu respectueuse des droits des autochtones musulmans et juifs, commence à irriguer les sociétés maghrébines. En Algérie, le décret Crémieux de 1870 accorde collectivement la nationalité française aux Juifs d'Algérie, hors des Juifs du Sahara. De ce nouveau statut juridique de citoyen français à part entière résultera une mise à distance, de plus en plus grande, entre musulmans cantonnés à un statut de citoyen de seconde zone et les Juifs d'Algérie, et ce jusqu'à la rupture de 1962, suite à la guerre de libération algérienne. Mais bien au-delà du cas des Juifs d'Algérie, ce processus de distanciation et de rupture va concerner l'ensemble des pays musulmans, comme le souligne Michel Abitbol. D'abord silencieux et passifs, comme la grande masse de leurs voisins musulmans devant les grands événements historiques qui ont conduit l'Empire ottoman et les pays arabes aux transformations de la période des Tanzimat, les Juifs ne tardent pas à entrer dans un cycle anarchique de changement qui bouleverse de façon irréversible leurs conditions politiques et sociales. De Tanger au Caire, de Tunis à Alep et à Bagdad, c'est partout en effet la remise en question du statut traditionnel de dhimmis et par voie de conséquence, la disparition graduelle des types anciens de relations entre juifs et musulmans, et leur remplacement chaotique par d'autres formes de cohabitation, le plus souvent faussées par la présence européenne qui, à l'évidence, n'a été nulle part un facteur d'apaisement. Ainsi, en raison des vicissitudes de l'histoire et d'un contexte de géopolitique mondiale qui plaçait l'ensemble des pays musulmans sous domination et ou influence de l'Occident européen, ces communautés vont quitter massivement le Maghreb après plus de 2000 ans de présence continue. Cette émigration s'est produite à la fois en liaison avec les indépendances des pays maghrébins, mais aussi à la suite des guerres israélo-arabes de 1948, 1956, 1967 et 1973. Du seul point de vue qui nous intéresse ici, à savoir l'essai de définition et d'explicitation du concept culturel et artistique judéo-arabe, l'approfondissement analytique de ces facteurs ne peut être entrepris ici. Pourquoi y a-t-il un nombre important de juifs dans la musique en général ? La réponse est peut-être dans le fait que la musique faisait partie des coutumes religieuses juives depuis des millénaires. Par exemple, la célébration de Hanouka, fête qui dure 8 jours et commémore la victoire des Maccabées sur les Assyriens, lesquels entendaient détruire la religion juive et la totalité de leur royaume. En Iran, la coutume voulait qu'à l'occasion de cette fête, les jeunes fiancés apportent des fruits de saison, des gâteaux et des cadeaux à leurs fiancés. Les parents des jeunes filles se devaient d'inviter chez eux les parents des jeunes hommes, ainsi que d'autres amis, à venir manger et boire. La fête était égayée par des musiciens. Il va de soi que, outre leur héritage musical, des Juifs ont emprunté et pratiqué les musiques de l'environnement culturel dans lequel ils vivaient. Ils se sont distingués par leur qualité d'interprètes et d'artistes créatifs, qu'il s'agisse des musiques dites populaires ou de musiques et chants plus élaborés. L'Algérie, comme nous le verrons plus loin dans cette recherche, est le pays du Maghreb qui compte le plus grand nombre d'artistes juifs. D'entre ceux qui contribueront activement à l'enrichissement et à la sauvegarde du patrimoine musical, retenons les noms emblématiques suivants. Edmond Nathan Yafil, artisan de la publication du répertoire maghrébo-andalou de l'école d'Alger, jusqu'alors transmis oralement. Dans ce sillon se sont inscrits d'autres grands maîtres juifs de ce répertoire, Sassi Lebrati, Saoud Medioni, dit l'Oranais, Joseph Genoun, plus connu sous son pseudonyme de Cheikh Zouzou, Lao Serror, Malma Titine, Eliaou Ebeo, ou encore Cheikh Raymond Léris et Simone Tamar, virtuoses exceptionnels du malouf constantinois.
D'autres, comme Elie Mouyal, dit Lili Lahabassi, entre autres, se sont exprimés davantage dans la tradition gabi et les musiques algériennes dites populaires. Au Maroc, les artistes juifs ont pris également dans leur immense majorité la même voie. Shlomo Swiri, Shalom Benaïm, Zora El Fassia, Rabbi David Bouzaglo ou Malma Esther, en laissant derrière eux une œuvre importante. En Tunisie, les Juifs se sont illustrés principalement dans le registre populaire. Parmi les plus représentatifs dans ce registre, citons Issim Israël Rozzo, connu sous le nom de Cheikh El Afrit, Kiki Guetta, Simon Amiel, Fritna Darmon et Louisa Tounsia. Notons un plus d'influence de mélodies égyptiennes chez les interprètes tunisiens de confession israélite. Ce que fait observer Bernard Alali, dans la revue de l'Association Art et Tradition Populaire des Juifs de Tunisie, page 17. Ajoutons encore une observation d'Amnon Chiloa sur la sensibilité artistique, le caractère festif et commémoratif, semblant désigner la plupart des chantres à une fonction de sublimation de l'exil. À ce propos, il écrit : dans le domaine de la performance publique, le musicien-poète est en effet investi d'un rôle capital. Tout à la fois homme du verbe et de la musique, ils reflètent l'esprit de leur entourage. Tous ces musiciens juifs ont donc contribué à la sauvegarde de cet art poético-musical maghrébin. Cette tradition par des juives et des juifs a en outre enrichi le judaïsme marocain dans sa dimension musicale notamment. Ils ont également participé à l'essor de la culture marocaine plus globalement. Bien davantage est l'exceptionnelle contribution de juives et juifs à la sauvegarde du chant judéo-espagnol, et à son introduction dans les chants de mariage, en particulier les romances et ballades ladinos du nord du Maroc. Ainsi au Maroc, les femmes juives sont les gardiennes d'un important répertoire de chants judéo-espagnols, berceuses, mariages, etc., reflétant ainsi ce qui demeure encore bien vivant sur le plan linguistique et musical, dans les communautés juives ayant vécu en culture dominante de l'Espagne chrétienne. Cette tradition judéo-espagnole a été popularisée en culture arabo-musulmane d'Orient et d'Occident et plus spécifiquement en Turquie et en Grèce. Au Maghreb, les communautés juives et musulmanes ont coopéré ensemble pour sauvegarder une musique qui faisait partie de leur patrimoine commun. Qu'en est-il de la musique traditionnelle maghrébine dans la culture juive ? C'est d'abord une musique qui fait partie de leur histoire. Dans son ouvrage, Les Juifs d'Andalousie et du Maghreb, concernant les traditions musicales dans les sociétés judéo-maghrébines, le professeur Haïm Zafrani écrit : au Maghreb et plus particulièrement au Maroc, les populations musulmanes et juives ont pieusement conservé la musique hispano-arabe. En Espagne comme au Maroc, les Juifs ont été les ardents mainteneurs de la musique andalouse et les gardiens zélés de ces vieilles traditions. S'agissant du Maroc, dans ce même ouvrage, l'auteur précise avoir réussi à mettre la main sur une copie du répertoire des musiques andalouses écrit en 1886 par le Tétouanais alaïque qui circulait en milieu musulman fermé, et que les initiés juifs, de Meknès, de Mogador Essaouira ou de Mazagan el-Jadida, recopiaient parcimonieusement. Il dit également avoir réussi à mettre la main sur un rarissime répertoire de chansons morts de Grenade et de Cordoue, imprimé en 1886 à 1887. Le Maroc tient une place importante dans l'histoire culturelle des Juifs de culture arabo-musulmane. En effet, les Juifs et les musulmans ont cohabité au Maroc et ont coopéré à son épanouissement et à l'élaboration de ses splendeurs artistiques. Pendant des siècles, ils ont vécu côte à côte en Andalousie et au Maghreb notamment dans une même ambiance culturelle, partageant le même goût pour les arts et les belles lettres qui y prospéraient. La symbiose culturelle des deux communautés s'opérait à travers leurs élites qui rivalisaient dans tous les domaines : lettres, théologie, philosophie, médecine, mathématiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.